Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Enfin, j'ajouterai un dernier mot, c'est concernant ma toute nouvelle chaîne dont je vous avais déjà parlé longuement la semaine dernière, qui s'appelle Géopole Monde. Je vous le demande à tous ceux qui veulent bien me soutenir, allez sur Géopole Monde, le lien est dans la description. Soutenez-moi en vous abonnant sur cette nouvelle chaîne. Regardez aussi mes vidéos là-bas, même quelques secondes, cela suffit. Mettez aussi un petit commentaire, c'est très important pour moi parce que Géopole Monde, n'oubliez pas, pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, c'est la chaîne que j'ai créée afin de pallier à l'invisibilisation que je subis sur Réinformation sur le monde. J'ai un plafond de verre, apparemment je ne peux pas dépasser 1500 vues. C'est apparemment ce que je vois là ces derniers mois. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment me soutenir, allez aussi sur Géopole Monde pour faire décoller cette nouvelle chaîne qui, elle, pour l'instant, ne subit aucune censure, aucune invisibilisation, ce qui est le cas de Réinformation sur le monde depuis plus de 2 ans et demi. Donc, voilà, si vous voulez bien faire ça, cela m'aiderait beaucoup. Merci encore à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 2 août 2025 et évidemment, la plus grosse nouvelle, c'est Tchassivial qui est tombé. Ça y est, les Russes, après 1 an et demi de combat, ont pris entièrement Tchassivial. En réalité, sur les cartes militaires de l'Ukraine du lundi, je vous en parle toutes les semaines et ça fait déjà plusieurs semaines que Tchassivial était sous contrôle russe. Mais comme je vous préviens aussi déjà depuis plus d'1 an et demi, je vous le répète tout le temps que le ministère de la Défense russe dit qu'une ville est prise bien longtemps après qu'elle ait été contrôlée par les Russes parce que eux ne considèrent qu'une ville prise que si elle est complètement nettoyée, qu'il n'y ait plus aucun ennemi pour eux présent, que ça soit dans la ville ou aux alentours de la ville. Donc ils attendent uniquement ce moment-là pour dire officiellement que la ville est prise. C'est pour ça que c'est si long pour la Russie de déclarer qu'une ville est complètement prise officiellement. Bref, Chassiviar a été complètement nettoyé. Alors c'est un énorme événement, exactement comme l'était Ougledar ou Vuhledar ou Bakhmout, puisque comme je n'ai cessé de vous le répéter chaque semaine, depuis 2 ans, pardon, depuis 1 an et demi, Chassiviar était le plus gros verrou stratégique du front. Chassiviar permettait à la Russie de prendre Kramatorsk et Slaviansk en passant par Konstantinivka, bien évidemment, mais le but ultime, c'était de prendre Kramatorsk et Slaviansk, et le gros verrou qui empêchait les Russes pour prendre ces deux grosses villes qui, une fois prises, permet aux Russes de dire que Donetsk, l'oblast de Donetsk, est aux Russes, eh bien, c'était Chassivial. Donc, Chassivial était le point à prendre absolument, qui permettait ensuite, bien évidemment, de se diriger vers Konstantinivka, qui est au sud-ouest de Chassivial. Et Chassivial elle-même était à l'ouest, est à l'ouest de Bakhmout. Hein. Bakhmout était la phase 1, Tchassivial la phase 2, et après Tchassivial, tous les connaisseurs disaient que c'était Kramatorsk et Slaviansk. Voilà. Bon, on mettait de côté Konstantinivka, parce que Konstantinivka sera une formalité. Hein, évidemment, ça ne durera pas longtemps. Là où il y avait l'axe de résistance, c'était Tchassivial. 1 an et demi de combat, c'est énorme, exactement le même temps qu'il a fallu aux Russes pour prendre Ougledar, ou Vuhledar, comme vous voulez. Donc, énorme événement côté russe.
encore une fois, et ce sera mes derniers mots sur Chassiviar, c'était le plus grand verrou stratégique de toute la ligne de front. C'est enfin tombé, donc énorme nouvelle pour les Russes. Bien évidemment, il y a Pakrovsk, mais Pakrovsk, comme je ne cesse de vous le dire depuis des mois et des mois, ce n'est pas un gros verrou stratégique, c'est le plus grand nœud logistique. Voilà, Pakrovsk est le plus grand nœud logistique et depuis déjà plusieurs mois, Pakrovsk était devenu l'endroit le plus important du front. Alors imaginez-vous, Chassiviar vient de tomber, quand Pakrovsk tombera, bah, ça sera complètement fini de Donetsk, on pourra considérer Donetsk aux mains des Russes. Parce qu'après, c'est une autoroute, hein. Il n'y a plus rien pour arrêter les Russes. C'est pour ça qu'on dit cela. Bref, autre nouvelle importante, on a Zelensky qui a déclaré que les volontaires de plus de 60 ans pourraient s'enrôler dans l'armée, très officiellement, ça a été déclaré. Alors, Kiev précise que, bien entendu, ce sera pour des postes non combattants. Bon, ça, c'est ce qui est dit pour la propagande. On sait très bien ce qui va en être dans la réalité. Hein, c'est comme il y a 1 an et demi, 2 ans, quand Kiev a dit que bon, bah, les adolescents de 15-16 ans pouvaient aussi entrer dans l'armée et puis bon, faire quelques petites besognes. On sait très bien au final où ils ont été mis, donc ils étaient pas très loin du front. Alors ils gardaient les routes, hein, officiellement, c'était les images qu'on nous montrait, mais bon, c'était la boîte de Pandore qui était ouverte. On a commencé avec les adolescents. Alors certes, eux, évidemment, il n'en était pas question qu'ils aillent se battre sur le front, bien évidemment, mais en tous les cas, on pouvait déjà les enrôler dans l'armée, hein, officiellement, les adolescents. Ensuite, la phase 2, ça a été officiellement, les femmes pouvaient s'enrôler dans l'armée, alors au début en tant que non combattantes, et ensuite en tant que vraiment purement combattantes. Hein, ça a été bien démocratisé, et là on en est au plus de 60 ans. Alors bien évidemment, je vous ai déjà montré moult et moult articles du Financial Times, du New York Times. Déjà, on nous montrait il y a 1 an et demi, des groupes entiers de soldats où il n'y avait que des vieux, entre guillemets, hein, entre 47 et 52 ans, hein, parce que bah, les jeunes étaient déjà morts. Déjà, il y a 1 an et demi, les Ukrainiens manquaient d'hommes, déjà, et on vous montrait bah, des vieux soldats. Voilà, alors ça commençait à venir déjà à l'époque, sauf que maintenant, c'est complètement catastrophique au niveau des hommes, donc il y a plus d'hommes. Alors limite, c'est pas vraiment de l'armement que réclame l'Ukraine, ce sont des hommes. Alors l'Ukraine a pu cacher ce fait-là, cet énorme manquement d'hommes, grâce à énormément d'argent donné par l'Occident permettant d'enrôler une quantité colossale de mercenaires et de volontaires à l'international. Bref, donc c'est comme ça que l'Ukraine a pu, on va dire, pallier un tant soit peu à son manque d'hommes. Cela dit, bah, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc là, l'Ukraine est en plein effondrement. On le voit sur Pakrovsk, on le voit sur Kupiansk, parce que ça y est, des forces russes sont entrées à Kupiansk. Donc c'est des signes hein, qui ne trompent pas, puisque tout arrive au même moment. On a Chassiviar qui vient d'être officiellement prise. Ça y est, l'effondrement est bien là, c'en est fini. Et je me dois évidemment de parler de l'Union européenne et de son agressivité exacerbée. Et oui, en effet, on a une Union européenne toujours plus belliciste. Ça va crescendo, ça ne s'arrête plus. Donc vraiment, tout cela s'emballe. C'est de très très mauvais augure. J'en parlerai longuement. Alors évidemment, pourquoi l'Union européenne agit ainsi? Bien évidemment, c'est pour cacher la misère, c'est-à-dire pour cacher la crise énergétique en Europe, pour cacher le fait que l'économie européenne est en plein effondrement, tout comme l'effondrement américain d'ailleurs, sauf que c'est extrêmement grave en Europe. Merz doit cacher l'état catastrophique de l'Allemagne.
Starmer, l'état encore plus catastrophique de l'Angleterre, et inutile de vous décrire l'état catastrophique de la France. Donc tout ça permet de mettre de côté ces problèmes, puisque comme ça on ne parle que de guerre. Alors principalement Starmer et Merz, eux ne parlent que de guerre en leur pays, ils ne parlent que de ça. Que de ça. Il n'y a plus aucun problème en leur pays, ils ne parlent que de la guerre, comment faut se préparer à la guerre, comment faut dépenser des centaines de milliards d'euros à la guerre, ils ne parlent que de ça. Bon, Macron un petit peu moins quand même. Voilà, donc tout ça est extrêmement inquiétant, il fallait que je le souligne. Bref, donc il y aura bien d'autres sujets que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Ne manquez rien, c'est extrêmement intéressant, vous allez apprendre pas mal de choses édifiantes. Bref, commençons. Alors on va commencer avec un article de Ouest France qui nous dit guerre en Ukraine, Tchassiviar revendiqué par les Russes après une très longue bataille. Engagée depuis le printemps 2024, la bataille de Tchassiviar, important bastion ukrainien du centre du Donbass, s'est semble-t-il terminée ce jeudi 31 juillet avec la revendication de la ville par les troupes russes, en réalité par le ministère de la Défense russe, ce qui est quand même différent, hein, donc il devrait le préciser. La ville, dont la chute est encore niée par l'armée ukrainienne, faisait jusque-là office de verrou sur la route de certains points névralgiques du dispositif ukrainien. Alors là, c'est le ministère de la Défense russe qui l'a annoncé très officiellement. C'est pour ça qu'on en parle dans Ouest France. Évidemment, il n'y a aucun média occidental qui reprend les dires des troupes russes. C'est uniquement quand le ministère de la Défense le dit que les grands médias occidentaux mettre ça à leur une, bien évidemment. Donc là, le ministère de la Défense l'a revendiqué comme sienne, tout simplement parce que là, la ville est prise à 100%. Hein. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de Tchassiviar, qui en réalité était déjà sous contrôle russe, mais pas à 100%. Donc à chaque fois, je voulais préciser sur la carte militaire de l'Ukraine du lundi. Donc j'attendais toujours, pour vous dire que la ville soit prise, l'annonce du ministère de la Défense russe. Je vous l'ai dit à maintes reprises sur les cartes militaires. Donc là, ça y est, c'est enfin tombé. Ça va leur permettre de se concentrer à la prise de Konstantinovka, qui est au sud-ouest de Tchassiviar, et qui permettra ensuite de remonter à Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les prix ultimes pour la Russie afin de reprendre complètement Donetsk. Je vous rappelle que Tchassiviar était le gros verrou stratégique, le plus gros verrou du front qui permettait aux Russes, une fois ce verrou déverrouillé, de prendre Kramatorsk et ensuite Slaviansk. Donc Tchassiviar, le plus gros verrou du front, est complètement déverrouillé. Voilà, donc c'était très très important à souligner. Donc c'est un très très gros trophée pour les Russes, effectivement. Ici un article du 1er août du New York Times qui nous dit « Poutine attribue la frustration suscitée par les négociations avec l'Ukraine à des attentes exagérées. Le président russe n'a pas répondu directement à l'ultimatum du président Trump selon lequel Moscou devrait cesser son offensive d'ici la fin de la semaine prochaine sous peine de sanctions financières. » Bon, le problème c'est que Poutine n'a jamais promis quoi que ce soit à Donald Trump. Il lui a expliqué à plusieurs reprises par de longs coups de fil le pourquoi du comment de la guerre en Ukraine. À ce moment-là, au début du mandat de Trump, on pensait que Trump était pro-russe parce que peu après le grand coup de fil de Trump à Poutine qui avait duré plus d'1 heure et demie, eh bien, à un moment donné, Trump avait traité Zelensky de dictateur et que c'est lui qui avait commencé la guerre. Et après, tout d'un coup, changement de ton de Donald Trump qui devient de moins en moins conciliant avec la Russie, de plus en plus frustré du fait en réalité de son impuissance croissante.
car il voit bien que cela ne menait à rien. Ce qui m'amène à penser qu'il n'y a que trois options selon moi. Soit Trump est un complet imbécile et malgré que Poutine lui ait expliqué le pourquoi du comment de A à Z de la guerre en Ukraine et qu'il ne reculerait pas tant que tous ses objectifs militaires n'ont pas été atteints. Voilà. Alors soit c'est un imbécile et il ne comprend rien ou il n'écoute pas et n'a jamais écouté ce que a dit Poutine. Soit en réalité il comprend très bien tout cela, mais Trump étant Trump, eh bien sa frustration est obligée de jaillir quelque part. Hein, c'est comme une cocotte minute, il faut une soupape de sécurité. Hein, il n'en peut plus d'attendre. La patience, c'est pas une des qualités de Donald Trump. Il en peut plus. Il montre au public toute sa frustration, toute son impuissance, parce que évidemment, il ne peut rien faire contre la Russie et il a du mal à attendre le cessez-le-feu tant attendu qui ne viendra que quand la Russie aura atteint tous ses objectifs. Bon, il y a peut-être une troisième option, effectivement, où il joue complètement la comédie, il joue le frustré, l'impuissant. En effet, il y a quelques mois, je pensais qu'il y avait toujours cette possibilité que Donald Trump joue la comédie, que ça soit un plan pour calmer les enragés républicains de son camp, les néocons, les faucons, et tous ceux qui veulent absolument la guerre avec la Russie ou surtout avec la Chine, puisque aux États-Unis, on prévoit une guerre avec la Chine, tout du moins si l'on en croit le Pentagone, mais malheureusement, Donald Trump a montré beaucoup trop de signes de la brute qui ne se retient plus. Hein, souvenons-nous de ses déclarations ridicules sur le Canada, le Groenland, le canal du Panama, ensuite le fait qu'il ait bombardé l'Iran, le fait qu'il soit totalement sioniste pro-Benjamin Netanyahou et qu'il se fout complètement des Gazaouis, de ce qui se passe en Palestine. Bon, sans compter ses taxes douanières où il a fait des 180 degrés, où il les a mis en sursis, où il est revenu en arrière, où tout d'un coup il a énormément taxé le Canada, le Mexique et bien d'autres pays. Bon, bref, où il joue la politique uniquement de la brute, du tyran, et il s'en tient à cette politique-là depuis quelques mois. Et rien ne montre qu'il comprend. Regardez, il donne 50 jours à Poutine, tout d'un coup, voilà, il passe à 12 jours du fait de sa frustration et de son impuissance, comme je l'ai déjà dit. Et puis là, dernièrement, il y a eu le tweet de Medvedev qui se moquait un peu de Donald Trump. Donald Trump, évidemment, a été vexé immédiatement, et là, il a ordonné d'envoyer 2 sous-marins nucléaires, alors que bon, le rôle de Medvedev, depuis plus de 2 ans, ça a toujours été des paroles exagérées. Medvedev, c'est la parole dure du gouvernement russe depuis toujours. Il joue son rôle, presque la comédie, j'ai envie de vous dire. Trump, s'il n'a pas compris ça depuis 2 ans, c'est quand même très grave. Donc la troisième option, comme quoi il a tout planifié et qu'en fait il joue la comédie, ça franchement pour moi ça devient vraiment plus tenable. Voilà, je pense plutôt que la première option est la bonne. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Alors là, une information absolument édifiante, énorme, qui nous vient de Kyiv Independent, le journal ukrainien, qui nous dit: Zelensky signe une loi permettant aux citoyens de plus de 60 ans de s'engager dans l'armée en temps de guerre. Zelensky a signé le 29 juillet un projet de loi permettant aux citoyens ukrainiens de plus de 60 ans de s'enrôler volontairement dans l'armée pendant la loi martiale. Cette mesure permet aux volontaires plus âgés de servir dans des rôles non combattants et spécialisés, élargissant ainsi le bassin de recrutement de l'Ukraine dans un contexte de pénurie persistante de main-d'œuvre. Ah, c'est bien souligné, non combattant et spécialisé. Bon, je n'y crois pas vraiment que les plus de 60 ans vont aller
uniquement dans des rôles de non-combattants. Ça, je n'y crois pas vraiment. Parce que, bien évidemment, l'armée ukrainienne a manque de combattants, pas de logisticiens. C'est sur le front que les gens meurent. Hein. C'est pas à l'arrière, à Kiev ou à Lvov. Hein, ou si peu, j'ai envie de vous dire. Donc non, évidemment que c'est pour des rôles de combattants, sinon je ne vois pas l'intérêt de faire cela. Je n'y crois pas vraiment parce que Zelensky fait cette demande parce que son armée est décimée sur le terrain, sur le front. Bref, c'est les combattants qui se font tuer. C'est pas le logisticien à Lvov ou à Kiev ou la cuisinière dans un endroit bien à l'abri, bien évidemment. Donc là où ils ont besoin de gens, c'est sur le front, c'est des combattants dont ils ont besoin. Alors vous allez me dire, il y a toujours des besoins de niche comme ceux qui pilotent les drones, mais bon, ça c'est des besoins de niche. Là où il y a le besoin, c'est de combattants, de véritables combattants, parce que c'est eux qui meurent sur le front, encore une fois. Bon bref, déjà, et d'une, je n'y crois pas. Et de deux, bah, ça démontre quoi? Bah, ça démontre tout simplement que l'armée ukrainienne se fait décimer. Ce qui prouverait que ce que disait le colonel McGregor, qui estimait qu'il y avait entre 800 000 et 1,2 million de soldats ukrainiens morts, ben, c'est tout à fait plausible, pour ne pas dire très probable. Hein. Ça fait près de 2 ans et demi que je vous montre des faisceaux de preuves qui ne cessent de s'accumuler depuis 2 ans et demi, toujours vers cette tendance. Je dis bien toujours vers cette tendance, dans le sens qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de soldats morts. Donc tout l'indique, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, souvenez-vous, je vous avais montré des articles du Kyiv Independent qui fièrement nous disaient qu'ils enrôlaient des adolescents de 15 à 16 ans pour faire la circulation sur les routes. Déjà, qu'ils les prenaient pour ça. Bien sûr, on nous jurait les grands dieux qu'ils n'allaient pas combattre. Bon, ça je veux bien le croire. Mais en tous les cas, on mettait déjà un pied dans le coin de la porte. Hein, en disant que bon, bah, les adolescents pouvaient s'enrôler s'ils le souhaitaient, avec l'autorisation des parents. Et déjà, on ouvrait la boîte de Pandore. Hein. Ensuite, l'armée ukrainienne disait ah bah maintenant les femmes peuvent s'enrôler. Voilà. Ensuite, on voyait sur le terrain, vous vous souvenez dans le New York Times et le Financial Times, qui nous montraient des soldats de plus de 50 ans et que des fois, tout un groupe n'était que des gens assez âgés. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent assidûment, c'était encore une preuve. Souvenez-vous aussi des graphiques vous montrant que le nombre d'obus tirés correspondait à peu près au nombre de morts. Donc celui qui tirait le plus d'obus, c'est celui qui faisait le plus de morts. Et je vous avais montré des graphiques comme quoi il y avait une corrélation parfaite entre le nombre d'obus tirés et le nombre de morts. Souvenez-vous de cela, bon, pour les plus assidus. Et là, maintenant, cerise sur le gâteau, on a ouais, voilà, les plus de 60 ans. Et souvenez-vous aussi des articles que je vous montre depuis 2 ans, qui vous montrent des cimetières ukrainiens qui ne cessent de s'agrandir de manière exponentielle. Or, on n'avait pas ce genre de photos, de vidéos côté russe. Hein. Les Occidentaux, les journaux occidentaux n'ont montré aucun cimetière russe qui tout d'un coup débordait de soldats et qu'il fallait agrandir. On n'a jamais eu de vidéos, de photos sur les cimetières russes. On n'en a eu que sur les cimetières ukrainiens. Et comment expliquer aussi que la population ukrainienne est tombée de 43 millions d'habitants avant la guerre, avant le 24 février 2022, à environ 28-30 millions d'habitants. Certes, il y a tous ceux qui ont fui le pays, mais on estime que tous ceux qui ont fui le pays est entre 7 à 8 millions d'habitants au maximum. Au maximum. Donc là, il faut bien expliquer aussi ce problème démographique absolument catastrophique.
Alors comme ça fait très longtemps que je vous avais pas montré les coupures de journaux qui parlaient de cela, bah, je vous les remontre très vite, sachant que je vous les ai déjà montrés il y a fort longtemps. Là, on a le journal ukrainien RBC Ukraine qui nous dit, en excluant les territoires occupés où l'accès est restreint en raison de la guerre, environ 28 à 30 millions de personnes pourraient actuellement résider en Ukraine, déclare un démographe ukrainien. Là ici, le Der Spiegel qui nous disait aujourd'hui, on estime que seulement 29 millions de personnes vivent dans les zones ukrainiennes sous contrôle de Kiev, c'est-à-dire côté ukrainien. Et enfin Wikipédia qui nous dit en juillet 2023, Reuters a rapporté qu'en raison des flux de réfugiés, la population des zones contrôlées par l'Ukraine pourrait avoir diminué à 28 millions. Voilà. Donc sachant qu'elle était de 42 millions en 2020, la population ukrainienne. Voilà, faut quand même garder ça en tête, hein, se souvenir des articles que je vous montrais avant. Hein. Avouez quand même que ça fait énormément de signes, un faisceau d'indices qui est très dense et très clair, qui montrerait que ce que dit le colonel McGregor est plus que plausible. Ça devient très probable. Voilà. Alors maintenant, certes, la fourchette qu'il donne est très vaste, hein, entre 800 000 et 1,2 million de morts. Mais quand même, c'est dans une fourchette qui serait tout à fait plausible. Voilà, avec tous les faisceaux d'indices, si on les met tous bout à bout, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein, je vous en oublie plein. En 3 ans de vidéo, vous, vous doutez bien que j'en oublie beaucoup. Mais voilà, ça, ce sont des faisceaux d'indices très importants, voilà, qui montrent que l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement, bien évidemment. Alors ici, une information très intéressante qui vient de Eurasia Daily, qui nous dit les États-Unis et la Grande-Bretagne discutent du départ de Zelensky. Yermak, Boudanov et Zaloujny en action. Des représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont tenu une réunion secrète dans les Alpes avec la participation du chef de cabinet du président ukrainien Andrei Yermak, du chef du GUR Kirili Boudanov et de l'ancien commandant-chef des forces armées ukrainiennes, l'ambassadeur Valéry Zaloujny. Les chaînes Telegram russes et biélorusses en parlent désormais, citant des sources du SVR. Bon, le SVR, c'est l'équivalent de la CIA côté russe. Alors, le remplacement de Vladimir Zelensky a été évoqué. Selon l'agence, c'est-à-dire le SVR, les Américains et les Britanniques ont annoncé leur décision de nommer Zaloujny au poste de président de l'Ukraine. C'est ce que je ne cesse de vous dire depuis plus que des mois, depuis plus d'1 an, je ne cesse de vous répéter ça, que c'est Zaloujny qui est le grand favori, le grand poulain des États-Unis. Bon, attention, ça ne reste qu'une hypothèse, mais bon, la rumeur le concernant, Zaloujny, c'est une rumeur très persistante depuis plus d'1 an. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est vrai ce que dit le SVR concernant Zaloujny, qui est déjà décidé comme président. Je ne dis pas ça, mais en tous les cas, il est très très bien placé. Les participants à la réunion ont convenu que la question du remplacement de Zelensky avait mûri. Parallèlement, Yermak et Boudanov ont obtenu des anglo-saxons la promesse de conserver leur poste actuel et de prendre en compte leurs intérêts lors de la résolution d'autres questions de personnel. Alors d'après le SVR, alors évidemment, est-ce vrai, est-ce faux, on ne le sait pas. D'après le SVR, Yermak, c'est-à-dire le directeur de cabinet de Zelensky et Boudanov, qu'on nomme souvent le chef du SBU, là du GUR, en ukrainien, bon, tout ça est très probable, évidemment. Alors bon, est-ce que le SVR dit la vérité? Est-ce qu'ils inventent pas quelque chose? Bon, je ne le sais pas. Moi, il m'est venu à l'idée que le SVR peut très bien faire ça pour profiter de ce qui est arrivé récemment à Zelensky avec le mécontentement de l'Union européenne qui, au final, avait dit que bon, bah, si tu élimines les 2 entités anticorruption, tu rentreras pas dans l'Union européenne. Plus le peuple ukrainien qui manifestait dans les rues de manière massive
Bon, ça a fragilisé énormément Zelensky, qui était déjà vu comme un président sur la sellette depuis longtemps. Donc est-ce que le SVR n'a pas fait ça comme une propagande médiatique afin de fragiliser Zelensky, de le rendre paranoïaque vis-à-vis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais aussi vis-à-vis d'Yermak et de Boudanov, des proches, des très proches de Zelensky, hein, ça va le rendre tout à fait paranoïaque. Est-ce que le SVR n'aurait pas fait ça exprès pour détruire de l'intérieur le gouvernement de Kiev? Je ne le sais pas. C'est une hypothèse en tous les cas. Ou alors ils disent tout simplement la vérité. Bref, nous verrons bien. De manière concomitante avec les révélations du SVR, on a le journal européen EU Today qui nous dit Zaloujny, 2 points, l'OTAN n'est pas prête pour la guerre qui a déjà commencé. L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni prévient que l'OTAN risque de devenir obsolète sans un changement technologique. Donc il fait une énorme interview, là, c'est lui, Zaloujny, à un journal européen et bien entendu, dans le journal, on apprend que Zaloujny est à fond pour la guerre contre la Russie, qu'il faut réarmer l'Europe de manière extrême, car la Russie sera bientôt prête à envahir l'Europe. Il est à fond, hein, Zaloujny, absolument à fond. Et oh, comme par hasard, ça correspond parfaitement à ce que nous disent l'Angleterre, l'Allemagne, la France, donc c'est-à-dire les Starmer, les Merz et les Macron, comme quoi la Russie va bientôt envahir l'Europe. Ça correspond très très bien à ce que pense Zaloujny. Voilà. Donc vous voyez cette concomitance des faits là, les révélations du SVR et tout d'un coup on a Zaloujny qui était extrêmement discret depuis 1 an et demi, hein, pour ne pas dire plus. Il était extrêmement discret depuis qu'il a été envoyé à Londres en tant qu'ambassadeur. Hein. N'oublions pas que c'est Zelensky qui s'est débarrassé de Zaloujny parce que il ne s'entendait pas du tout. Et tout d'un coup, il apparaît là, il est dans les médias tout d'un coup, Zaloujny. Vous voyez où je veux en venir? Et attendez, c'est pas fini, on a The New Voice of Ukraine, donc un journal ukrainien, qui nous dit Valéry Zaloujny apparaît pour la première fois dans Vogue Ukraine et écrit une chronique au 29 juillet. Donc c'est encore une fois concomitant. C'est absolument incroyable. Valéry Zaloujny, ancien général en chef d'Ukraine et actuel ambassadeur au Royaume-Uni, est apparu dans Vogue Ukraine Leaders et a participé à une séance photo. Vous vous rendez compte un petit peu? La concomitance des faits est absolument extraordinaire. Donc on a quelqu'un qui était extrêmement discret et qui tout d'un coup devient une star. C'est fou, hein, est-ce une simple coïncidence? Je ne le pense pas. Et toujours de manière concomitante, hein, quasiment à 1 ou 2 jours près, là on a Libreco qui nous dit Zelensky au pied du mur appelle à l'aide l'Europe pour payer ses soldats. Alors que la guerre s'enlise, Kiev presse ses alliés européens de financer les salaires de ses soldats. Une demande inédite dans un contexte budgétaire, politique et humanitaire de plus en plus tendu. Vous voyez que Zelensky est au bord du précipice et là il demande carrément l'aide de l'Europe pour payer ses soldats. Alors à savoir que j'ai appris que les soldats ukrainiens de base étaient payés environ 413 euros par mois, c'est quand même misérable par rapport à ce qu'ils font. Alors forcément, ça aide pas vraiment. Alors c'est sûr que par rapport aux 2500 à 3000 euros net par mois que donne maintenant la Russie à ses soldats, ça fait pas le figure. C'est sûr. Mais bon, ce qui prouve aussi que l'Ukraine n'a plus moyen de payer ses soldats. Vous imaginez bien qu'un soldat payé en moyenne 413 euros par mois, il n'a pas trop envie de risquer sa vie. Hein. C'est pour ça qu'il y a tellement de mercenaires étrangers en Ukraine. Voilà, ceci explique cela. Et ça explique aussi pourquoi il y a si peu d'Ukrainiens qui veulent s'enrôler dans l'armée.
outre le fait qu'il devient chair à canon et qu'il a une durée de vie soudainement qui devient très 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 limitée, vous vous doutez bien que la motivation elle est pas là, hein. Bref, tout ça est extrêmement grave là pour le coup économiquement pour Kiev, parce que pour demander à l'Union européenne de payer ses propres soldats, c'est que la situation est plus que très grave. Alors là, je vais vous montrer un article qui vous montre que ben, l'OTAN est très agressive, bon, OTAN-Union européenne, et là on a la preuve déjà au 26 novembre 2024 où le président militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, une attaque préventive contre la Russie devrait être envisagée. Et déjà on laissait entendre qu'une frappe sur Kaliningrad, bah, ce serait la cible quand même parfaite, hein. Eh oui, parce que c'est la cible russe la plus faible qui est entourée des forces de l'OTAN. Et là, vous allez voir que très récemment, on a eu une déclaration bah, qui est dans la continuité de l'agressivité de l'Union européenne. Regardez ça. Alors là, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est au 20 juillet 2025, on a un général américain présente un plan de frappe préventif contre la région russe de Kaliningrad. Oh, quelle surprise! Le commandant en chef de l'armée européenne a annoncé le plan de défense du flanc oriental de l'OTAN, y compris la possibilité d'une frappe préventive sur le territoire russe de Kaliningrad si nécessaire. Voilà, et là on a Christopher Donohue, donc le général américain, chef des forces armées américaines d'Europe et d'Afrique. Voilà, donc on a une très belle continuité entre l'OTAN et ici avec Donohue, les forces américaines. Ça se complémente très bien et c'est d'autant plus inquiétant d'ailleurs. Alors les tensions internationales ne sont pas que militaires, hein, vous le savez, il y a aussi des tensions économiques mondiales avec les taxes douanières de Donald Trump. Et là, on a le journal The International Affairs qui nous dit la Chine prête à riposter au 18e paquet de sanctions de l'Union européenne. Les autorités chinoises ont l'intention de prendre des mesures de rétorsion contre le 18e paquet de sanctions anti-russes adopté par l'Union européenne qui a eu un impact négatif sur les entreprises chinoises. La Chine exprime sa vive protestation et son mécontentement. Elle s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement en droit international et ne sont pas approuvées par le Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué. Bon, on apprend dans ce très long article que déjà la Chine a fait des rétorsions concernant les terres rares au niveau de l'Union européenne et des États-Unis. Cela a eu des résultats très concrets. L'Union européenne et en particulier les États-Unis, qui est le pays le plus touché concernant la restriction aux terres rares, eh bien, a tout d'un coup empêché plusieurs usines de F-35 de fonctionner, ainsi que les usines de fabrication de batteries en tout genre, et on parle particulièrement des batteries militaires pour les avions, les chars, etc. côté américain. L'article était surtout côté américain, mais il y avait aussi l'Union européenne qui était touchée dans une moindre mesure par les rétorsions chinoises. Donc vous voyez, les Chinois, on n'entend pas beaucoup parler de leur rétorsion, mais leur rétorsion est bien réelle et quand même très handicapante pour les Américains, que ça soit côté civil et, comme je viens de vous le dire, côté militaire. Sans compter qu'évidemment, ils n'ont pas que ça dans leur manche s'ils veulent vraiment ennuyer les États-Unis et l'Union européenne. Mais là, évidemment, là, le pays visé, c'est surtout les États-Unis. Alors ici un article de Reuters qui nous dit le pétrole chute, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie n'ayant que peu d'impact. Et là on parle des dernières sanctions, le 18e paquet, hein. Donc les sanctions de l'Union européenne visent l'approvisionnement en pétrole russe. Les sanctions ne devraient pas affecter l'approvisionnement selon les analystes. Donc là, selon les analystes, le 18e paquet de sanctions n'aura que très très peu d'effet. Et en tout cas, ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que le 18e paquet de sanctions, d'après les analystes, n'aura que peu d'impact sur l'économie russe.
Voilà, c'est encore un énième paquet de sanctions, sans surprise, comme on le savait tous, qui est complètement inutile. C'est juste une légère nuisance par rapport aux Russes qui, à chaque fois, trouvent la parade pour contourner les sanctions. Là maintenant, reparlons de la folie de l'Union européenne quant aux dépenses en armement. Là, on a les pays européens emprunteront des milliards à l'Union européenne pour réarmer l'Ukraine. Les gouvernements peuvent décider de demander des prêts bon marché à l'Union européenne avant la date limite de mardi. Les principaux alliés de l'Ukraine en Europe devraient demander des dizaines de milliards d'euros de prêts à l'Union européenne pour acheter conjointement des armes pour le pays ravagé par la guerre, ainsi que pour renforcer leur propre défense. À l'approche de la date limite de mardi pour déposer une demande auprès du nouveau programme de prêt contre des armes de 150 milliards d'euros de la facilité d'assistance à la sécurité pour l'Europe. Le programme de prêt a été proposé par la Commission européenne en mars dans le cadre de son programme plus large ReArm Europe et vise à stimuler l'industrie de défense européenne et à réduire la dépendance militaire du bloc envers les États-Unis, vieille de plusieurs décennies. Alors inutile de vous dire que cette dernière phrase m'a fait très largement sourire. Alors pourquoi ? Outre le fait que ça soit un énième acte de haute trahison envers les peuples européens qui n'ont absolument rien demandé, qui n'ont pas voté pour ces milliards d'euros pour l'Ukraine, dont on leur a même pas demandé leur avis via un référendum. Donc déjà c'est de la haute trahison, puisque évidemment ces 150 milliards d'euros, s'ils étaient injectés dans l'Union européenne pour les hôpitaux, pour la justice, pour les infrastructures générales, pour l'école, etc., donnerait une grande goulée d'air frais à l'économie de l'Union européenne et donc aux Européens. Mais bon, outre ce fait-là, donc, on a ça. Alors ça a été très fort quand même. Et à réduire la dépendance militaire du bloc envers les États-Unis. Au niveau de l'armement, bien entendu, au niveau de la défense. Alors que Van der Leyen vient de signer un accord avec Donald Trump, comme quoi l'Union européenne devra acheter les armes pour l'Ukraine aux États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est à 100%, à 80%, je ne sais pas combien de pourcentage, mais en tous les cas, l'Union européenne devra acheter ces armes aux États-Unis, d'après ce que Ursula von der Leyen a signé avec Donald Trump. Donc c'est quand même très ironique comme situation. Armement maintenant, on a Military Watch Magazine qui nous dit l'Allemagne veut des lanceurs de missiles de croisière américains Tomahawk capables de frapper Moscou. La Russie peut-elle les arrêter ? Au 27 juillet, on a le gouvernement allemand a soumis une demande officielle aux États-Unis pour l'acquisition du système de missiles mobile Typhoon, comme l'a confirmé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. Le système Typhoon peut employer à la fois le missile de croisière Tomahawk d'une portée de 1600 km et le missile polyvalent SM-6, utilisable aussi bien pour la défense antimissile balistique que pour la lutte anti-navire à moyenne portée. Le ministère allemand de la Défense serait principalement intéressé par les capacités de frappe à longue portée offertes par le Tomahawk. Vous imaginez un peu Merz, toujours la bave aux lèvres, hein, ça ne change pas. Il n'y a pas de marche arrière. Hein. On est toujours dans la continuité de l'Union européenne qui a la bave aux lèvres, qui ne cesse d'être belliciste, agressive. Là, on a l'Allemagne veut des Tomahawks capables de frapper Moscou. Vous voyez le délire où on en est, quoi. On parle de l'Allemagne, là, en plus, hein, pas de la Pologne, de la Lituanie, etc. Hein. On parle d'un grand pays au sein de l'Europe. Hein. C'est quand même extrêmement grave. Hein. Vous notez qu'il n'y a aucun signe d'apaisement. On va crescendo vers une guerre avec la Russie, tout doucement, mais sûrement. Mais en y réfléchissant bien, serait-ce le but inavouable de l'Union européenne, ce but secret qui est de faire la guerre avec la Russie
afin de pouvoir instaurer une loi martiale à l'échelle de l'Union européenne et donc de contrôler complètement cette fois les peuples européens, de contrôler tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, hein, de faire un contrôle sur la liberté individuelle, de faire une censure absolument totale. Le prétexte serait parfait. Et là, on mettrait de côté toutes les affaires de corruption qu'ont nos dirigeants de l'Union européenne sur le dos. Voilà, ça fait une très belle diversion aussi. Ça remet toutes les pendules à l'heure pour nos élites, hein, qui auront une liberté totale d'action et qui sait ce qu'ils feront avec cette liberté, avec cette guerre contre la Russie. On ne sait pas, peut-être nous mèneront-ils vers une catastrophe absolument totale, tout ça de manière absolument égoïste et par avidité du pouvoir, de l'argent, etc. Ils seraient prêts à tout sacrifier, à sacrifier l'Union européenne sur l'autel de l'avidité, de l'argent et du pouvoir. Peut-être qu'on en est là et que c'est leur secret inavouable. En espérant que là, ça soit une hypothèse tout à fait fantaisiste. Espérons-le tout du moins. Toujours armement, on a Military Watch Magazine qui nous dit la Russie dévoile la conception du char d'assaut sans pilote T-72 déjà en phase d'essai sur le terrain. La nouvelle variante sans pilote du char de combat principal T-72 des forces armées russes a été dévoilée pour la première fois dans sa configuration complète lors d'essais sur le terrain. Le T-72, fortement modifié, a été développé en véhicule d'assaut sans pilote, destiné à opérer aux côtés des véhicules de commandement et de contrôle en première ligne pour mener des avancées vers des positions ennemies bien défendues, tout en minimisant les risques pour le personnel. Ouais, c'est impressionnant quand même, un char qui est au final devenu un drone. Bah oui, on peut dire que c'est un drone char. Voilà. Donc sans pilote, hein, c'est exactement ce que ça veut dire. Donc ce nouveau char appelé Sturm, si vraiment c'est produit en série, en nombre, et que le projet est bien piloté, bah, ça pourrait carrément changer la donne sur le terrain. Là, on est sur quelque chose qui peut vraiment changer la donne si le concept est bien maîtrisé. Bon, évidemment, c'est bien beau d'avoir un char comme ça. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va être piloté à distance, ce que je suppose. Vont-ils être dotés d'IA? Bon, c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser. Mais bon, évidemment, il est encore bien trop tôt pour donner une valeur à ce char tant que les essais n'ont pas été concluants. Et je finis avec un dernier article assez sombre qui nous vient du Financial Times et il nous dit le plus grand port d'Europe se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie. On parle du port de Rotterdam. Le plus grand port d'Europe se prépare à un éventuel conflit avec la Russie en réservant de l'espace aux navires transportant des fournitures militaires et en planifiant où détourner les marchandises en cas de guerre. Vous voyez, c'est toujours la même chose, monter des tensions voulues par l'Union européenne, comme par exemple les menaces de l'OTAN de bloquer les navires russes qui passent en mer Baltique, et ou aussi les accusations constantes de cyberattaques russes sur les systèmes occidentaux, prouvées ou non, et non seulement prouvées ou non, mais en plus est-ce par la Russie elle-même ou par des Russes patriotes qui font des cyberattaques? Parce qu'il s'agirait de faire la différence. On ne peut pas accuser nommément un État si ce sont simplement des individus, même organisés entre eux, et qui n'ont pas forcément des liens avérés, prouvés avec l'État russe. Et oui, il y a eu plein de cas comme ça de hackers russes qui agissaient en leur nom propre par patriotisme parce qu'ils le voulaient bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a Poutine derrière chaque hacker russe. Tout cela est complètement ridicule. Quand on accuse un pays nommément d'attaque cyber, bah, il faut le prouver.
Et oui, il ne s'agit pas de balancer des accusations en l'air contre un État. Quand on balance des accusations graves comme ça, bah faut pouvoir le prouver. Si on n'a strictement rien, aucun document, rien qui atteste que c'est un fait avéré, eh bien ça reste de la diffamation. Il ne faut quand même pas l'oublier. Bon allez, j'arrête là, parce que entre les punaises de lit et bien d'autres choses encore, on n'en finirait plus, parce que évidemment de nos jours, tout ce qui va pas, c'est les Russes, hein. À commencer d'ailleurs par le premier mandat de Donald Trump, hein. Souvenez-vous, hein, on accusait les Russes. Il y a eu 3 ans d'enquête par le département de la justice, hein, le rapport Mueller, qui finalement a exonéré Donald Trump de collusion avec la Russie. Donc après, on a su qu'en fait, il n'y avait aucun rapport avec la Russie. Le fait que Donald Trump ait été élu lors de son premier mandat. Voilà. Pourtant, les médias insistent toujours sur ce fait-là, ignorant superbement les conclusions de l'enquête, comme quoi, évidemment, il n'y avait rien, aucune collusion avec la Russie. Bon bref, encore une fois, j'arrête là, sinon on n'en finirait plus. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.